Bonjour les gens, et oui, c'est encore dimanche, et même le 19 décembre. Dans une semaine, plus de suspense, vous saurez quels albums de BD vous ont été offerts à Noël. Bonne lecture! Je dirais même plus, 10e du nom, une heure hebdomadaire menée par une belle bande de chroniqueurs équeuses passionnés, et même, ce dimanche, une invitée surprise parmi cette petite troupe. Je dirais même plus, l'émission à boules. Avant une petite pause de 15 jours pour la trêve des confiseurs Zezos, nous devions de terminer 2021 sur une note haute. En vous choisissant un formidable et dominical invité de haute tenue, c'est chose faite. Nous lui ouvrirons grand les micros durant une vingtaine de minutes, et pour cela, nous appellerons le Sud. Non pas vieux marché, ni même carré ou mur de Bretagne, mais le vrai Sud, là où le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années, mais toujours en été. On est parti. Je dirais même plus. Alors, vous êtes prêts parce que là j'ai... Alors, je dirais même plus, l'émission à boules, et chatoyantes guirlandes sur les vertes branches du beau sapin de Noël de la culture, avec des BD empaquetés au pied. Ça c'est Noël, non ? Non ? Ça vous plaît pas ? C'est beau. Bon, ça vous plaît pas non plus. Bon, j'arriverai en 2022, je vais trouver un vrai slogan. Magnifique. Pour l'instant, ok, je la remets dans ma culotte. Non. Je dirais même plus. Je dirais même plus Sienne, et je dirais même plus sien, bonjour. C'est la 10e déjà de Je dirais même plus sur Millennium, 10e numéro, et le dernier de 2021. Sniff. Nous sommes le dimanche 19 décembre, et ce J-6 vous a déjà des faux airs de Noël. En tout cas, on va tout faire pour entretenir une atmosphère festive durant toute l'heure que nous allons passer ensemble. Première promesse. Et maintenant, une seconde promesse. On se retrouvera en vrai dès le deuxième dimanche de janvier. Pour cette 10e, on fait comme d'hab. Des chroniques d'ici ou d'ailleurs, avec nos chroniqueurs équeuses habituels. André, Benoît, Clotilde et Damien, notre talentueuse abécédaire à nous. Ah bah ouais, André, Benoît, Clotilde, Damien, ABCD, c'est QFD. Le petit plus, votre cadeau de Noël en avance, c'est que nous allons recevoir Barbara Roche, une invitée un peu moins surprenante désormais, puisque je viens de dire son nom. Elle est venue nous dévoiler un petit peu le prochain festival de BD de Perros-Guirec, dont elle est la secrétaire. En effet, celui devrait relarguer toute la toile en avril 2022. C'est une bonne nouvelle, et donc elle viendra nous parler de tout ça. Et bien sûr, pour cette 10e, nous nous entretiendrons une fois de plus avec un formidable et dominical invité formidable. Et aujourd'hui, nous aurons la chance de laisser la parole à nul autre que Frédéric Bézian. Et c'est pas peu dire qu'on a quand même un peu les chocottes. Il est charmant, il est bourré de talent. Vous ne l'avez pas encore lu ? Tragique erreur que vous pourrez réparer au plus vite après l'avoir écouté. Et on commence illico, comme disait George McManus en son temps, par la chronique de Clotilde. Clotilde, tu vas nous parler d'un livre qui nous assène la plus grande des vérités, si l'univers est infini, et même, au dire de certaines et certains, en expansion. Notre petite planète bleue a ses limites, et on joue avec le feu depuis des décennies en n'en tenant pas compte. Vas-y Clotilde, et joyeuse fête de Noël quand même. Je dirais même plus. Accrochez-vous parce que pour cette dernière chronique avant les fêtes, j'ai choisi de m'attaquer à du lourd, au sens propre comme au figuré, parce que la bande dessinée dont je vais vous parler fait 1,32 kg, 196 pages de 24 par 30 cm, soit un mastodonte. Quant au contenu, il n'est pas vraiment léger, car cela parle de l'urgence climatique. C'est Le Monde sans fin de Christophe Blain, qui traite de sa rencontre avec Jean-Marc Jancovici. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jancovici, c'est le fondateur du cabinet Carbone 4 qui œuvre dans le conseil en stratégie carbone et de The Shift Project, une association loi 1901, ça veut dire à but non lucratif pour ceux qui ne parlent pas le juridique, dont l'objectif est de provoquer la réflexion autour de l'économie et de sa libération de la contrainte carbone. Pour ceux qui se disent qu'Ezako, je vous encourage à aller lire les dernières punchlines de Jancovici sur LinkedIn. Il y épingle régulièrement nos dirigeants lorsque leur discours vire au greenwashing, et ce à coups de chiffres et d'explications claires et simples, en recentrant le débat sur un axe essentiel de l'écologie, le bilan carbone. Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser, Jancovici est l'inventeur du bilan carbone. Vous savez, celui qui permet de calculer, entre autres, combien de planètes il faudrait si les 7,5 milliards d'êtres humains vivaient tous comme vous. Et ce n'est même pas lui qui détient le brevet, c'est une agence du ministère de l'Environnement. La classe de Janco, altruiste et tout. Faut dire que son but est assez simple. On arrête de flinguer la planète à vitesse grand V, histoire que nos enfants aient encore de quoi survivre. Voilà, c'est là que se place Le Monde sans fin. La première partie de l'ouvrage, une bonne moitié, se concentre sur le constat de la situation actuelle. La toile scénaristique est tissée par différents fils qui rejoignent des sujets parfois hyper éloignés, de l'économie à l'histoire, en passant par l'ingénierie pétrolière, les transports ou l'agroalimentaire.
Faut dire que rien ne va. L'agriculture intensive appauvrit les sols et augmente les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre font chauffer la planète, les océans se réchauffent, ce qui tue les algues et le plancton qui servent de nourriture aux poissons, mais qui fabriquent aussi une grande partie de l'oxygène de la planète. La pêche intensive massacre les récifs coralliens et décime les populations marines parfois jusqu'à l'extinction. Le réchauffement climatique, c'est le problème. Le réchauffement climatique, et devinez quoi, il engendre lui-même plus de réchauffement climatique. C'est super motivant, non? Mais Jancovici n'est pas si méchant. Il nous rappelle que ce n'est pas de notre faute à nous, petits individus nés trop tard dans un vaste système mondial qui a remplacé l'énergie humaine par l'énergie mécanique et l'énergie électrique. Ce n'est pas notre faute individuelle. Donc, si aujourd'hui le système ne sait plus revenir en arrière, parce que sans énergie thermique, on ne fait plus rien à la vitesse où les choses vont aujourd'hui. Sans engin de chantier, pas possible de construire en 12 mois un pavillon individuel à un prix abordable. Sans voiture, pas possible d'habiter à la campagne et de travailler en ville. Sans avion, pas possible de voyager à l'autre bout du monde. Alors c'est quoi la solution? Ceux qui sont des habitués du sujet savent où on en vient, et oui, ça passe par la réduction de nos besoins en énergie. Mais ça passe aussi et surtout par des politiques qui privilégient les énergies décarbonées. L'éolien, le solaire, oui, c'est super, mais vous le savez sûrement, ça n'est efficace que quand il fait jour et ou qu'il y a du vent. En un mot, c'est intermittent. Et que faire le reste du temps pour pouvoir continuer de télétravailler? Parce que oui, au fait, les émissions de CO2 dues au digital sont équivalentes à celles de toute la flotte mondiale de camions, soit 2 fois celles de la marine marchande mondiale. La claque! Perso, à ce moment-là, j'ai posé la BD et je suis partie faire autre chose. Heureusement, dans la seconde partie, Jancovici nous propose des pistes plus ou moins radicales pour espérer ne pas complètement finir de massacrer la planète. Alors, je vous spoil ou je ne vous spoile pas? Sans surprise, la solution Jancovici, l'électricité décarbonée qui règle tous les sujets, ou presque, c'est le nucléaire, que ça nous plaise ou non. Parce que non seulement la quantité de déchets est infime, à peine une piscine olympique depuis l'époque de Marie Curie, mais aussi pour plein d'autres raisons, très bien détaillées et expliquées dans la dernière partie de la BD. Pas facile en 3 minutes 30 de résumer le contenu hyper fourni et très accessible de cette bande dessinée qui parvient même parfois à nous faire rire malgré l'aspect dramatique des choses. En conclusion, pour ou contre le nucléaire, je vous encourage à lire, relire et offrir Le Monde sans fin de Blin et Jancovici aux éditions d'Argo, parce que les chiffres sont sans appel, le constat est posé, l'urgence climatique est réelle. Alors au boulot, et sur ce les amis, je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci Clotilde, c'était une chronique finie et bien finie, tout comme la Terre. Il faudrait un jour organiser une rencontre Jancovici-Davodo, parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions sur le nucléaire, et ça compléterait bien aussi. Je ne sais pas si tu as lu Le droit du sol, mais on te le conseille chaudement. Voilà. Ça marche. Merci, joyeux Noël à toi. Bonne journée, bisous. Joyeux Noël. Je dirais même plus. Et maintenant, nous allons discuter en direct sur Millennium, dans ce Je dirais même plus, avec Barbara Roche. Barbara, tu es venue nous parler aujourd'hui de celui qui hante tes nuits trop courtes, mais enfiévré par sa faute, le prochain festival de BD de Perros-Guirec. Alors, il avait été mis à mal par les vagues 1 à 4, si je compte bien, qu'il avait fait rouler boulet et obligé à ne pas avoir lieu. Mais comme les licenciés du Seven Island Surf Club, il s'est débouché les oreilles avec les auriculaires, il a recraché tout le sable et le goémon qu'il avait dans la gorge, et il est reparti à l'assaut. Merci d'être venu répondre à quelques petites questions, dont voici la première. Peux-tu présenter le festival de Perros-Guirec dans ses grandes lignes? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, le festival BD de Perros-Guirec en est à sa 28e édition. Il a été créé en 1994 par une équipe plutôt motivée, puisque suite à l'arrêt d'un festival de théâtre pour enfants, Yveline Lemoine avait dans son entourage 3 auteurs, et pas des moindres. Ouais. Donc, Jean-Charles Crène, Laurent Vicomte et Régis Loisel. Et avec leurs bonnes adresses et leurs agendas, ils ont monté un festival BD qui aujourd'hui en est à sa 28e édition. Waouh. Alors toi, tu es la secrétaire, mais de la nouvelle équipe qui a organisé le festival 2019 et qui est à la tête du prochain. Donc, alors, est-ce que tu peux nous parler de votre trio? Alors en fait, on a repris il y a 3 ans. Donc on a fait pour l'instant qu'un vrai festival en direct. Là, il y a Jérémy, Nicolas et moi. Donc Jérémy qui est président de l'association, Nicolas de Montbel qui est trésorier et moi-même qui suis secrétaire, puisque je ne voulais pas être ni trésorière ni présidente. Nicolas ne voulait pas être président ni secrétaire et Jérémy ne voulait pas être trésorier. Ah bah ouais, c'est bien organisé en fait. Alors ce petit festival, je dis petit parce qu'il se passe ici, mais en fait il est quand même assez balèze. Il a une particularité, c'est sa topographie. En fait, il y a un lieu principal et puis il y a plein d'expositions qui sont disséminées dans la ville. Et la ville, elle est assez étendue géographiquement. Mais il y a des navettes qui avaient été mises en place par la précédente équipe pour faciliter le déplacement des festivalières et festivaliers. Alors est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un festival. Alors ce festival, c'est un circuit dans Perros-Guirec et ses environs, et principalement Perros-Guirec. On a à peu près 15 expositions qui sont disséminées dans la ville et on a des navettes qui permettent aux familles de pouvoir se déplacer ensemble ils peuvent déposer leur voiture au centre-ville par exemple de Perros-Guirec et les navettes vont les emmener partout dans les lieux d'exposition, de dédicaces et d'animation et d'ateliers. D'accord. Et enfin, on va terminer avec une petite question sur le binôme père et fils qui seront les invités d'honneur de 2022. Alors juste avant, parce que j'ai oublié de préciser, juste avant, oui. C'est que le festival aura lieu le 16 et 17 avril 2022, cette année, qui est le week-end de Pâques. Exactement. Et c'est le week-end qui fait la jonction des vacances entre la région parisienne et la Bretagne. Super. Et donc ce binôme père et fils ? Alors, en fait, ce sont donc Julien Solé et Jean Solé, puisque Jean Solé est l'invité d'honneur du 26e et 27e festival. Et on s'est dit, pour le 28e, ce serait sympa de réunir père et fils, puisque ils ont en commun flûte glaciale, la musique, le rock et le talent. Donc, on s'est dit que ce serait plutôt une jolie idée et ils ont accepté pour notre plus grand plaisir. Donc, on vous dévoilera l'affiche très bientôt en janvier. Ah. Bon, le flûte glacial, on l'a déjà, c'est la mer à Trestraou. Le rock, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Écoute, merci Barbara. On te souhaite une bonne préparation, puis tu reviendras nous donner des infos très régulièrement. Merci à vous, c'est à cool. Très bientôt. Merci, bis, à plus. Je dirais même plus. Et c'est maintenant l'instant Benoît. Avec le même sens de la propos dont tu fis preuve la semaine dernière, tu as choisi de nous chroniquer aujourd'hui l'un des livres de notre formidable et dominical invité. Si c'est un livre qui porte la signature de Bézian, il est forcément intéressant, mais j'imagine que tu vas maintenant nous révéler pourquoi. Bonjour. Merci Gilles. Parfois il est difficile, voire impossible de choisir un ouvrage tellement on porte l'auteur tellement haut dans la stratosphère de l'admiration. Admiration qui m'étrangle aujourd'hui à l'idée de l'interviewer. Quoi qu'il en soit, au panthéon des auteurs français de bande dessinée, Bézian se situe au pinacle, et peut-être encore au-dessus, et ce depuis plus de 30 ans maintenant. 3 minutes de chronique pertinente ne suffiront jamais à résumer un livre de Bézian, au risque de trop le réduire. Mais j'ai accepté cette mission, alors j'évoquerai Ne toucher à rien, avec Noël Simsolo au scénario de 2004, édité magnifiquement chez Albin Michel. Et pourquoi cet ouvrage de 80 pages en couleur en particulier ? Car je pense qu'il fait la jonction entre ses premiers livres comme la trilogie Adam Sarlek, pour l'ambiance et les différentes nouvelles de la Danse des Morts, et avec les dernières parutions comme le Docteur Radar, mais aussi car on y retrouve plusieurs caractéristiques de l'art de Bézian. Si la Danse des Morts se présentait sous la forme de différentes nouvelles éditées dans la revue à suivre, les 4 chapitres de Ne toucher à rien se situent chronologiquement sur 4 époques différentes à Bordeaux, avec l'unité de lieu d'un hôtel particulier qui passera aux mains de différents propriétaires venant d'horizons divers avec des projets distincts. Alors, cette stratégie scénaristique de Simsolo nous permet d'évoluer sur plusieurs époques et de profiter du caractère des protagonistes bordelais. Riches négociants en vin, artistes peintres, des jumeaux héritiers, un promoteur immobilier, pour évoquer les quais du port de la ville, les apaches de l'époque dans leur milieu interlope, le milieu artistique et bourgeois, avec la peintre inspirée par Egon Schiele, et enfin les salmagouilles de producteurs immobiliers capables de porter atteinte au patrimoine architectural et historique. Mais je ne vous aurais rien dit si je n'évoquais pas la dimension fantastique du récit basé sur l'omniprésence du premier couple de propriétaires, empaillés comme leurs oiseaux, et qui font partie des meubles ainsi que le stipulent les termes du contrat de vente de la maison. Et c'est là évidemment que ce livre s'inscrit dans la biographie de Bézian, car déjà dans la Danse des Morts et la trilogie d'Adam Sarlek, baigné dans le genre du fantastique, le couple taxidermiste ne se contente pas d'être le témoin passif des déboires des différents propriétaires, mais interviennent subtilement dans les chapitres avec un bonheur relatif pour les propriétaires. D'ailleurs, ils sont présents dès la couverture, comme s'ils étaient spectateurs des différentes pièces de théâtre où se trame l'action dans la maison.
Le fantastique réside aussi vers la fin du livre où les mauvais personnages se retrouvent pris au piège dans les toiles peintes un siècle plus tôt par l'artiste peintre très inspiré par Egon Schiele, comme s'il y avait une mise en abîme du tableau dans la vignette, de l'art dans la bande dessinée. Je terminerai en évoquant les couleurs, une harmonie superbe qui respecte les formes, alors que souvent les plages de couleurs chez cet auteur planent au-dessus des formes sans forcément les respecter. Alors que les couleurs dans La Nuit nuptiale restent criardes, en comparaison, cet album est beaucoup plus doux et l'harmonie des couleurs beaucoup plus facile et accessible. Quant au dessin, la vivacité du trait sous tension se calme pour une lisibilité plus grande, mais conserve sa beauté intrinsèque. Alors pour finir, c'est un bel album, accessible dans la bibliographie de Bézian, mais toujours inquiétant et exigeant. Merci Benoît pour ces 3 minutes de chronique pertinente et à proposistique. Je dirais même plus. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est Gilles sur Je dirais même plus sur Millennium. Alors, merci d'abord d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'entretien avec nous. On est vraiment super contents. Et Benoît, il resplendit tellement depuis qu'il sait qu'il sera notre invité qu'on pourrait presque s'en servir pour guider des bateaux la nuit. Voilà. Alors, en petit préambule de cet entretien, je voulais d'abord te remercier aussi sincèrement pour tes livres. Préparer cet entretien, ça nous a permis de découvrir la série du Docteur Radar, Les Garde-Fous, un chef-d'œuvre qu'on connaissait déjà, mais aussi ton Beckettien Archipel, un très grand petit livre qui prouve qu'on peut faire du roman graphique sans sortir forcément un bottin. Voilà, et puis on a aussi relu Chien Rouge, Chien Noir, qui nous a happé comme aux premières lectures, donc d'abord, merci. Et on va commencer par Radar. Alors, je situe juste un peu pour les gens qui ne connaîtraient pas, donc avec Noël Simsolo au scénario, vous avez créé un méchant impitoyable d'envergure, un égal du docteur Mabuse de Fritz Lang, un psychopathe sans état d'âme. Alors lui, il veut conquérir la Lune, alors que, bon, on est en 1920 pour situer, c'est-à-dire 49 ans avant le premier alunissage, et il veut y installer une base depuis laquelle il pourra détruire la Terre, ce saligo. Face à lui, les forces du bien, emmené par un détective, Straub, assisté de Passin, le peintre. Voilà, on sent que vous vous régalez, Simsolo et toi, avec un tas de références. Parce que Straub, il habite un hôtel particulier dans la rue où Sacha Guitry avait le sien, entre autres. Il y a plein de clins d'œil plus ou moins directs à la littérature, qu'elle soit populaire ou non, au cinéma, à la peinture. Bon, Passin, c'est quand même un précieux second rôle. Bref, c'est une série qui fera jubiler les amateurs et tristes d'action, de polar et de méchanceté absolue, mais aussi des œuvres à plusieurs niveaux de lecture. Et maintenant que j'ai planté grossièrement le décor, ma première question... On te sait cinéphile acharné. Et Noël Simsolo, qui est aussi cinéaste, lui, il a publié son premier ouvrage en 1969 et c'était un essai sur Hitchcock. Lui et toi, vous êtes rencontrés dans une salle de cinéma, non ? Non, on s'est rencontrés au stade avant, c'est-à-dire sur un plateau de tournage. D'accord. En fait, un des premiers, si pas le premier métier de Noël Simsolo, c'est comédien, acteur. Oui, aussi, oui, c'est vrai, il a fait tellement de choses. Et entre autres, parce qu'il a beaucoup bourlingué quand même, entre autres films, il a tourné dans L'Enfer de Chabrol, avec qui il a souvent joué le second rôle, ici et là. Et là, il jouait le mari de Dora Dole, qui est aveugle, sauf quand il y a une coupure d'électricité où on s'aperçoit qu'il a enlevé ses lunettes. Et du coup, on se demande s'il est vraiment aveugle ou pas. Voilà. Et en fait, à l'époque, j'écoutais son émission sur une radio concurrente d'État, qui avait... Tu peux dire le nom, hein, c'est juste Millennium. Sur le cinéma. Ouais. Et du coup, je ne connaissais que sa voix. D'accord. Et je l'ai repéré à la voix dans un bar pendant le tournage de L'Enfer qui en fait se déroulait chez moi. Enfin, dans ma petite ville natale. D'accord. Revel, dans la Haute-Garonne. Et j'ai demandé à un copain qui l'avait plus ou moins guidé à droite et à gauche. Je dis, mais c'est pas Noël Simsolo, ça. Il me dit, si, si tu veux, je te le fais rencontrer. Et en fait, moi, je le connaissais par la voix, et lui, il connaissait plus ou moins quelques-uns de mes bouquins, puisqu'il était grand amateur de BD, collectionneur et autres. Et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord.
Bah super, c'est une belle rencontre en tout cas, parce que vous avez fait pas mal de belles choses ensemble. Et donc Radar, le docteur Radar, ce grand méchant, c'est à la fois un hommage référencé au grand feuilleton d'autrefois, mais il y a aussi un aspect second degré par rapport à cela, parce qu'il suffit juste de lire les titres de la trilogie pour l'instant. Tueur de savants, Morts à Venise, au pluriel les morts, et Terreur en Italie, pour s'en convaincre. On sait que tu apprécies donner à tes lecteurs et lectrices plusieurs niveaux de lecture à chaque album. Te serais-tu intéressé à cette série si elle avait été au simple premier degré ? Non, de toute façon, ça fait partie effectivement du cahier des charges. Ouais. À la base, le Radar, Docteur Radar est un feuilleton radio. Sur la fameuse radio concurrente pour aller France Culture, pour pas la nommer. D'accord. Ouais. Il y a pas mal d'années maintenant, c'était en 90, 91 je crois. Ouais. Et un feuilleton avec un casting du feu de Dieu, puisqu'il y avait Michael Lonsdale dans le rôle-titre, Philippe Clé, Catherine Sauvage qui chantait le générique, Noël Simsolo lui-même qui faisait Pasquine, etc., etc. Il y avait pas mal de second rôles du cinéma français et tout. D'accord. Et c'était un pastiche avoué bon, on aura compris, des Fantomas et autres savants fous qui ont peuplé les romans populaires fin 19e, début 20e. Et Noël Simsolo voulait absolument, depuis le temps qu'on n'entendait plus ce truc, absolument en faire quelque chose. Et voilà, il se trouve qu'au bout d'un moment, moi, je voulais me colter effectivement à quelque chose, à un matériau qui n'était pas de moi. C'est-à-dire faire de l'adaptation. Et comme en général, on fait beaucoup en BD d'adaptation littéraire, là, je trouvais encore plus spécial et même parfois spécieux de faire une adaptation d'un feuilleton radio. Ce qui n'est pas évident, déjà, du point de vue de l'écriture, parce qu'il faut tout revoir, parce que le rythme de lecture d'une bande dessinée n'a rien à voir avec l'écoute d'un feuilleton radio, évidemment. Il se passe beaucoup de choses que les personnages disent alors qu'ils sont en train de le faire parce qu'on ne voit pas. Doublon, Et du coup, il faut sabrer pas mal et le rythme s'en ressent. Il faut recréer un autre rythme. Et ça a été la grosse partie du travail de Noël Simsolo. Mais le fait est que j'ai eu peur très tôt que le côté pastiche tombe dans un simple à la manière de. Ouais. Et du coup, j'ai voulu essayer d'y mettre autre chose. Alors, la part de Noël Simsolo, c'est son espèce d'humour à l'emporte-pièce de temps en temps, avec des clins d'œil à droite et à gauche. Mais en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire en sorte que le fait qu'on en fasse de la bande dessinée, ça apporte quelque chose. Que ça soit pas totalement gratuit. J'ai horreur de ça. Et de mon côté, la distanciation, elle passe par mon utilisation du médium, principalement. C'est-à-dire ma façon d'utiliser les gaufriers, de me poser des contraintes partout qui vont, encore une fois, influer sur le rythme, qui est très important dans ce genre d'histoire, qui n'est jamais qu'un empilement de péripéties qui peut ne jamais se terminer. Comme c'était le cas pour les romans de Fantomas d'ailleurs, ça se finit jamais. Et m'imposer des contraintes au niveau de la couleur, au niveau des cadrages, au niveau du gaufrier, encore une fois, etc. Et là, j'ai essayé d'en faire autre chose que ce qui se faisait en BD dans le domaine, puisqu'il y a quand même pas mal d'auteurs, de collègues qui ont donné dans le domaine du pseudo-roman feuilleton cliché fin 19e, début 20e. Et voilà, j'ai essayé d'y apporter ma patte, mais surtout, effectivement, en ne perdant jamais de vue la distance. D'accord. De façon à ce que ça soit pas un bête copier-coller et qu'il y ait quelque chose de neuf, quoi. Quelque chose de supplémentaire à manger, quoi. Non, mais on sent qu'il
Il y a une belle densité de travail sur tout ça. Parce que en fait, pour nous, 1920, c'est quasiment la préhistoire. Mais en fait, vous arrivez tous les deux à faire revivre cette époque qui est quand même assez complexe et foisonnante, puisqu'il y avait quand même cette énergie de l'immédiate après-guerre. Et en fait, toi, tu arrives à distiller, à t'inspirer des travaux de plein de personnes. Et par exemple, je trouve qu'il y a des perspectives de fuite de tes personnages qui penchent un peu tous vers bâbord, et ça me faisait penser au cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene. Et en fait, il est sorti en 1920, ce film, c'est incroyable. C'est le chef-d'œuvre absolu. C'est pas incroyable du tout, c'est pas un hasard. Oui, j'imagine, hein, c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Non, mais non seulement c'est pas un hasard, mais en plus, non seulement je me suis amusé avec plein de clins d'œil, mais j'ai aussi tripoté plein de clins d'œil qui n'étaient pas dans le scénario. Mmh. Et en prenant des libertés même au point de vue historique et au point de vue documentaire, parce que j'ai voulu jouer sur un bricolage poétique qui jouait plus sur l'imagerie qu'on a des années 20, plutôt que de quelque chose de très documenté à la Jacobs ou à la Tardy. Mmh. Et ce qui fait que il peut très bien y avoir des modèles de bagnoles qui datent de 5 ans plus tard ou de 10 ans plus tard, ou plus tôt d'ailleurs. Des anachronismes au niveau de l'architecture. J'ai utilisé des baraques de Miles Stevens qui non seulement ne sont pas là, à cet endroit-là, mais qui n'étaient pas construits encore tout à fait à cette époque. Mais tout ça est noyé dans un bain qui tient plus du traumatisme que de l'énergie. On est effectivement juste après la guerre de 14, et toute cette population, c'est des traumatisés, quoi, que ce soit les artistes ou les monsieur tout le monde. D'accord. Donc ça donne des, comment dire, pour parler prosaïquement, des pétages de plomb dans tous les sens. Ouais, il y a de l'énergie, y compris dans le quotidien. D'accord. Donc je m'amuse avec le Bauhaus, avec l'expressionnisme, avec l'art déco naissant, avec les bagnoles, avec pas mal de choses qui sont un mélange du progrès et de quelque chose qui a encore les ondes de choc de la guerre de 14. D'accord. Bah super, on va juste parler maintenant de Carou, parce que j'ai mis mon beau t-shirt Monsieur Toussaint l'ouverture pour l'occasion. En fait, ça, c'est un album de BD. Donc tu as fait cet album de BD en adaptant le roman de Steve Tezisch, qui était donc paru chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et donc toi, tu fais peu d'adaptations de romans, c'est même ton premier. Et on sent encore que c'est mon premier et mon dernier. Ouais, c'est ça, c'est le dernier. Et on sent que tu as vraiment aussi bossé bien en profondeur sur le sujet, qui te tient bien à cœur. Et d'ailleurs, l'éditeur t'a rendu hommage. Alors, c'est un éditeur magnifique qui fait quasiment des œuvres avec des œuvres, puisque ces bouquins sont absolument extraordinairement bien édités, reliés, avec tout un tas de détails. C'est magnifique. Et donc, la question, en fait, c'est pourquoi celui-là t'as attrapé comme ça et que tu as choisi de l'adapter en bande dessinée? Oula, on a combien d'heures d'émission? Voilà, on a un peu dépassé le temps imparti, mais je vais essayer de faire court. D'accord, merci. C'est le seul roman, et je m'intitule Grand Lecteur, c'est le seul roman dont je me suis dit, celui-là il me le faut, pendant que j'étais en train de le lire. Ouais. Avant même de l'avoir terminé. Parce que en fait, il faisait un grand melting pot avec beaucoup de thèmes qui me taraudaient depuis très longtemps. Et il en faisait la synthèse. Il en fait... le résultat n'est pas très joyeux, parce que c'est pas un constat très heureux. En gros... Steve Tezisch est quasiment convaincu que depuis l'Odyssée, on n'a rien fait de neuf, et que tout est un succès d'année ou de l'Odyssée ou de l'Iliade, comme disait Giono. Ouais. Et il se sert pour ça de l'histoire d'un script doctor, c'est-à-dire un type qui est appelé par un producteur dans les studios de cinéma à Hollywood pour rebidouiller l'œuvre d'un cinéaste, quel qu'il soit, et à quelque stade que ce soit au stade de l'écriture, de la réalisation, du montage ou autre, parce qu'il estime que commercialement, il n'est pas dans les cases. Le tout sans l'accord du réalisateur, évidemment, sinon c'est pas drôle.
jusqu'au jour où le script doctor en question, sur le carreau pour pas le nommer, tombe sur quelque chose qu'il trouve évidemment être un chef-d'œuvre. Et en se disant ce coup-ci, je n'y touche pas, j'arrête les conneries, c'est hors de question. Et il va trouver un minuscule détail qui va le faire totalement basculer de l'autre côté et lui faire exactement le contraire de ce qu'il a décidé. Et en plus, ça va le tirailler d'autant plus que c'est pour une bonne cause. Et voilà, en gros, ça c'est une espèce de teaser, mais il se trouve que en même temps, moi ça me taraudait depuis longtemps parce que ça tourne autour des idées de qu'est-ce qu'être auteur, qu'est-ce qu'avoir de l'autorité. Et il se trouve qu'en plus, en travaillant sur le bouquin très profondément, parce que c'était ma première et dernière adaptation et je voulais savoir de quel côté la prendre ou ne pas la prendre, jusqu'où je pouvais aller, etc. Et je me suis rendu compte de quelque chose dont personne ne s'est aperçu. Ouais. Même pas Dominique Borde, à qui j'en ai parlé, qui en est resté sur le cul. Ouais. C'est que Carou, le roman, est déjà une adaptation. Totalement cryptée, avec 2 ou 3 indices pour s'en rendre compte, parce que Tégis était un type très cultivé et très intelligent et totalement désespéré. Il lâche des indices en disant si tu les vois, c'est bien, si tu les vois pas, tant pis. Et je me suis aperçu que l'histoire d'un homme de plume velléitaire, appelé par un producteur peu scrupuleux pour rebidouiller l'œuvre d'un vieux ponte du cinéma. On ajoute dessus l'Odyssée, on ajoute dessus une femme acariâtre, et on termine par un accident de bagnole catastrophique. Et je me suis rendu compte que c'était la trame du mépris de Moravia et donc de Godard. Et je me suis retrouvé avec 3 figures tutélaires au lieu d'une, au-dessus de l'épaule, qui regardaient par-dessus mon boulot. Moravia, Godard et Tésif. Ouais, pas mal. Voilà. D'accord. Bon, super. Merci pour cette première partie d'entretien. Et maintenant, on va écouter un morceau que tu as choisi. C'est Bertrand Belin. Oh là là, c'est parce que je voulais dire Grand-Duc. Bertrand Belin va nous chanter Grand-Duc. Merci à toi et à tout de suite. À tout de suite. Je vois fondre la neige.
vois la fin creuser, je vois le trou se faire, je vois les... Frédéric Bézian, bonjour. Bonjour. Alors, cette 10e émission pourrait ressembler à une date anniversaire pour notre émission de radio, mais quand Gilles m'a appris que Bézian acceptait notre invitation, c'est déjà Noël qui s'annonçait. Alors, j'ai une trentaine d'années de questions à vous poser en 5 minutes, et je vais commencer tout de suite. Concernant Ne toucher à rien, est-ce que l'on peut prendre ce bouquin comme un galop d'essai pour le docteur Radar ? C'est un gros galop d'essai de toute façon, d'abord parce qu'il nous a pris au moins 3 ans de boulot, ensuite parce que c'était la première fois que je travaillais avec un scénariste, c'était la première fois que Noël Simsolo écrivait pour de la bande dessinée. D'accord. Donc c'était un galop d'essai à plus d'un titre. Et pour moi, c'était la première fois que je faisais des couleurs par ordi. Alors, j'essaye de répondre vite. Merci. Pour les 29 autres questions. Il y a 30 ans, étudiant en art plastique, j'ai rédigé un mémoire de maîtrise intitulé L'anachronisme avec un M, dans lequel la chambre nuptiale se trouvait inspirée cette espèce d'alternance de vignettes en noir et blanc et en couleur dans le récit. On retrouve cette présence, cette alternance de couleur et de noir et blanc dans Aller-retour ou bien dans Le Chien rouge, Chien noir. Et c'est un principe que l'on retrouve chez plusieurs auteurs de bande dessinée tels que Andreas ou bien Skeuten. Je crois savoir que vous avez fait vos classes à Saint-Luc ensemble. Alors, que s'est-il passé dans ce cours ou à cette époque pour que vous ayez un petit peu ce point commun dans vos livres ? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Ça va. D'abord, je rectifie juste un tout petit peu. Skeuten était mon prof en même temps que Renard. D'accord. Andreas, quand je suis entré à Saint-Luc, était déjà sorti. Ah, ok. Et pour François Skeuten, en fait, il est passé prof juste l'année où je suis arrivé. Il venait d'avoir son diplôme. On a 3 ans de différence, 3 ou 4 ans. En ce qui concerne les alternances couleurs et noir et blanc, ne serait-ce que Claude Renard en parlait souvent parce que c'était quelque chose qui le titillait beaucoup, que lui-même a travaillé de ça dans des illustrations ou dans les albums qu'il faisait au tout début à 4 mains avec François. Ouais. Mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement séduisant aussi. Mais mes réticences face à la gratuité en général ont fait que je voulais absolument que ça ait une raison, quoi. Et en ce qui concerne mes utilisations en général, il y a toujours un truc derrière, il y a quelque chose qui le justifie, comme chez Andreas d'ailleurs. Voilà. En ce qui concerne la chambre nuptiale, c'était parce que mon personnage principal sniffait de l'éther et que c'est un des symptômes de l'accoutumance à l'éther, c'est des flashs visuels où les couleurs disparaissent et des histoires de dilatation de la perception du temps, des choses comme ça. Ouais. En ce qui concerne, je ne sais plus quel autre album d'ailleurs. Aller-retour par exemple ou... Dans Aller-retour, c'était autre chose. C'est que ça démarre, l'histoire démarre de nos jours. Donc c'est en couleur et dès que le personnage descend du train dans lequel démarre l'histoire et pose le pied sur un quai de gare dans un bled perdu dans l'Aude, on met 2-3 pas pour s'apercevoir qu'en fait on n'est plus on est en 1960. Et du coup, je fais disparaître la couleur et j'utilise de la trame et uniquement du noir et blanc. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que les modèles de bagnoles ne sont pas des modèles actuels, que les fringues ne sont pas des fringues d'aujourd'hui, etc. Mais j'ai voulu alterner, faire passer
la porte spatio-temporelle, si on peut dire, par ce biais-là. Et utiliser des moyens picturaux de la presse, qui sont inhérents à la presse, qui sont le nœud de la naissance de la bande dessinée, c'est la presse. Donc du trait, point, de la tâche et de la trame. D'accord. Voilà en gros. J'ai relu Chien Rouge, Chien Noir, et puis j'ai retrouvé le premier numéro de Brasil, la revue de bande dessinée. Il se trouve que le montage dans Brasil est différent que de celui de l'album. Ouais. Alors, quelle version est la bonne? Ah, la bonne, c'est forcément la plus récente. Celle de l'album. Il se trouve que j'ai modifié les choses parce que, certes, c'était prévu pour passer un chapitre dans Brasil qui n'avait que 2 numéros. Mais moi, j'ai voulu continuer mon projet et ne pas l'arrêter en même temps que la mort de Brasil. Et j'ai continué, même si le principe était l'improvisation. Je savais où j'allais. Je savais où j'allais, mais je inventais au fur et à mesure comment j'y allais. Et il se trouve que je trouvais que non seulement le passage en feuilleton, mais même une fois réuni un album, il y avait des choses qui tenaient pas debout au niveau du rythme et au niveau de la cohérence du sens. Et j'ai préféré jouer avec quelque chose qui, encore une fois, est inhérent à la bande dessinée, qui est infaisable autrement. Avec des trous dans les pages qu'on retrouve en fin d'album. Okay. Une trame schizophrène. Alors, en relisant tous vos albums, on voit le passage des thèmes de prédilection du fantastique au polar à travers l'évocation de vie d'artiste. Est-ce que vous avez enterré le fantastique pour autant, ou est-ce qu'il y a d'autres projets? Non, pour l'instant, il n'y a pas il n'y a pas de fantastique dans les projets. D'abord parce que ça s'y prête pas pour l'instant. Je tourne autour et là je commence un travail avec Mats, scénariste des Cœurs. Ouais. Il n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, ni lui ni moi. D'accord. Super. On se fait un galop d'essai, nous aussi. Voilà, avec quelque chose qui va se passer en forêt amazonienne de nos jours, en plein contexte de défaut. On est déjà impatient. Oui, mais il va falloir patienter quand même, je démarre. D'accord. Je démarre à peine. Bon, bah super. Lui aussi d'ailleurs. Très bien. Et en parallèle, j'ai un projet mais là en solo, sur le théâtre en Guignol. D'accord. Et là, il n'est pas question de fantastique du tout. Au contraire, j'ai amassé une énorme documentation sur la question et je vais jouer avec. Très bien. Il y aura de l'inventé, mais il y aura beaucoup d'authentique dedans. Bah super. Mais voilà. Non mais merci infiniment parce qu'on était vraiment très 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 content de t'avoir au téléphone. Et puis peut-être qu'un jour on se recroisera en vrai, n'est-ce pas? Ce serait super cool. Ouais, il faut voir si voilà. Les festivals si ça redémarre. refont jour. Ouais, exactement. Si tout va bien, enfin, ouais. allumons quelques cierges. Très bien. Bah, merci beaucoup à toi et puis à bientôt. Merci et bonne continuation. Merci, salut. Je dirais même plus. On est toujours sur Millennium, c'est toujours le 10e numéro. Et ben maintenant, c'est le 3e chroniqueur dans l'ordre qui va intervenir, c'est Damien. Et Damien, alors bon, lui, il triche toujours un peu, c'est-à-dire qu'il nous dit « Ouais, je vais parler de BD ». Et puis en fait, il parle pas vraiment de BD. Et là, cette fois-ci, il nous dit « Tiens, je vais parler de manga ». Alors on se dit, bah, c'est peut-être le numéro 100 de One Piece qui l'a inspiré. On va voir ça tout de suite, en direct depuis Paris. Merci, Damien. C'est pas pour réchauffer ma chronique sur la pénurie de papier, et un peu pour enquiquiner notre Benoît avec l'animation et de live, mais je vais parler de manga et de télé dans mon introduction. Et oui, le streaming et les plateformes se portent bien, et avec eux, la redécouverte par le public de catalogues de films et de mangas. Toutes plateformes confondues, on peut se replonger dans le catalogue Ghibli, mais aussi des vieux classiques sont redécouverts comme Evangelion, Neon Genesis, Tokyo Ghoul, Dororo to Yakimaru, Hunter x Hunter,
En même temps, le public se voit proposer des adaptations de Alice in Borderland, qui amorce sa saison 2, One Piece, le manga le plus vendu dans le monde, mais aussi l'adaptation de Cowboy Bebop, Yu Yu Hakusho, La Voix du Tablier, Shaman King, The Spock, Kishibe Rohan. Alors pour ceux qui l'ignorent, c'est le spin-off de JoJo's Bizarre Adventure, qui est encore inédit en France. Aira's Invasion et même Ultraman, le plus célèbre des super-héros japonais. Ouais, alors on sait, bon, la télé se porte bien, les plateformes de streaming se portent bien, mais bon, nous, c'est Je dirais même plus, on parle de BD. Ah oui, désolé, petite mise en garde. Tous ceux qui veulent continuer d'accuser la télé d'abrutir la jeunesse en général ou de dire que le streaming tue le livre en particulier, ceux-là peuvent se boucher les oreilles jusqu'à la fin de la chronique. Car en effet, on va défendre l'inverse. Toutes ces rediffusions et cette consommation de télé provoquent une poussée d'engouement. C'est comme une poussée d'hormones, ça touche les ados tout pareil et ça vient du cerveau. Bref, la jeunesse veut lire les mangas adaptés au format papier. Et les éditeurs aimeraient bien rééditer, histoire de répondre à la demande. Et là, on ne parle que de la logistique technique. On suppose que les éditeurs, les auteurs, les ayants droit sont d'accord, ce qui relève d'une autre paire de manches. Mais, on l'a déjà dit, le prix de la matière première, le papier, c'est pris 40% dans sa pâte. Et les fabricants préfèrent produire du carton pour le commerce en ligne. C'est là où convergent les points de pain chronique. L'édition de ce marché de niche a des acheteurs, mais peine à produire. Pour produire un livre, une fois qu'on a réglé les questions de BAT et de droit d'auteur, d'édition et d'ayant droit, il faut toute une logistique, la chaîne du livre, qui intègre le transport, l'impression, les encres, les machines, le papier, le carton pour les couvertures et des coffrets, notamment les coffrets qui font une partie intégrante de l'offre de ces rééditions. Mais on l'a dit, la pénurie a rendu difficile beaucoup de ces étapes techniques. Du coup, le manga, et dans la même logique, le comics, sont des secteurs qui souffrent le plus du manque de papier, avec des titres moins mainstream que l'édition traditionnelle, qui n'ont pas pu anticiper l'édition des titres les plus porteurs. Les éditeurs temporisent, tentent de faire patienter sur les réseaux, les haters accusent les éditeurs, tous des salauds. Les complotistes accusent l'ordre Illuminati mondial, et les platistes ont sûrement une bonne raison d'avoir un avis. Mais la conclusion est que l'économie du livre n'avait pas besoin de freins supplémentaires, et qu'on préfère que les livres soient lus plutôt qu'espérés. Belle conclusion, merci beaucoup. Voilà, donc cette chronique qui a failli parler de bande dessinée, encore une fois. Merci beaucoup pour ça, et puis à très bientôt. Je dirais même plus. Voilà, Je dirais même plus, la 10e se termine tranquillement sur Millennium. Tranquillement que non pas, car il n'est pas de banquet digne de ce nom, fût-il gaulois, qui ne se termine sans un petit Dijon. Et notre petit Dijon à nous, c'est André Morvan. Allez André, pas plus haut que le bord. C'est une parenthèse enchantée, un instant d'émerveillement. C'est la fête préférée des enfants. Germaine Bourré, dont l'évocation du nom provoque tout de suite une lueur de nostalgie dans le regard de Gilles. Exactement. Ouais, Germaine Bourré a consacré tout son talent et toute son œuvre presque exclusivement aux enfants. Cette période de Noël est donc la période idéale, la période rêvée pour s'entretenir avec Marie-Thérèse Marciano, qui est la présidente de l'association des amis de Germaine Bourré. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour André. Voilà, alors avant de nous parler de votre association, est-ce que vous pourriez, pour éventuellement des personnes qui ne la connaîtraient pas, nous présenter Germaine Bourré ? Oui, bien sûr. Alors, Germaine Bourré était une grande dessinatrice. Elle est née en 1907 et elle est décédée en 1953. Donc, elle a travaillé, bien sûr, essentiellement sur la période 1920, 1930, 1940. Elle est née à Paris le 29 mai 1907 et elle a commencé à travailler dans le dessin très jeune. Dès l'âge de 15 ans, elle avait manifesté des signes de talent. Elle a commencé à travailler chez Lanvin et ses parents, qui tenaient un atelier d'imprimerie, se sont tout de suite aperçus donc de ce qui pouvait ressortir de son talent et l'ont fait travailler. Elle a commencé à travailler sur des dessins pour décorer des cartes postales, des calendriers, des articles publicitaires de l'époque. On la retrouve beaucoup sur
beaucoup de tableaux, parce qu'énormément de ménages à l'époque achetaient ces gravures pour décorer leurs intérieurs. Mhm. Elle a travaillé énormément. Elle avait un frère jumeau. Oui, c'est difficile de parler de Germaine sans évoquer son c'est frère jumeau. Parce que c'est impossible parce Ouais. que ils étaient bien sûr fusionnels comme tous les jumeaux. Et Marcel, lui, adulte, a été caricaturiste et chansonnier. Et on pense que c'est lui qui aurait fait une grande majorité des légendes sur les cartes postales. On retrouve d'ailleurs certaines légendes un petit peu coquines de son talent, lui, de chansonnier. Oui, et c'est lui qui a eu l'idée de mettre des propos d'adultes dans la bouche des adorables bambins. Alors voilà, on pense que c'est ça. Hein. On n'en a pas vraiment de preuves sûres écrites, mais on pense que c'est ça. Hein. Et donc, elle a travaillé énormément. Elle a eu des propositions de... Non, comment il s'appelait le grand... Walt Disney. Walt Disney voulait l'embaucher, mais comme elle n'a jamais voulu quitter son frère jumeau, elle a refusé de quitter la France pour aller travailler aux États-Unis. Et quand elle est décédée, Walt Disney a dit que c'était la plus grande dessinatrice de l'époque. Oui, et dans de merveilleux livres animés... Alors, elle a énormément illustré de livres. Ouais. Hein. Le premier qu'elle a illustré, c'est Touche à tout, en 1927. Et un des plus connus des enfants, ça serait Nounouk. Nounouk à la mer. Et ça, c'est un des cas. Elle a fait un petit magicien aussi, c'était des livres, ce qu'on appelle maintenant des livres pop-up, des livres animés avec des images qui bougeaient. Il y a le petit poussé, on le voit, il bouge dans les bois, on fait bouger des languettes. Ça se faisait beaucoup dans les années 50. On en retrouve encore vraiment en très très bon état, hein, malgré les années qu'on passait. Elle a aussi illustré un livre qui est très très rare, qui s'appelle Pininos, qui est en langue espagnole et qu'on ne trouve qu'en Argentine. Il est très très rare. Les collectionneurs qui l'ont, ils sont relativement rares. On n'en connaît que 2 ou 3 en France qui le posséderaient. Elle a fait aussi des jeux. On la retrouve aussi sur des jeux comme Cinévision, qui était ce qu'on appelait à l'époque un genre de petit cinéma. Il suffisait de faire tourner une manivelle pour qu'il y ait une bande de papier. Tout ça, elle l'a fait. Elle a fait ça. Elle a fait aussi beaucoup de publicité, beaucoup de publicité pour Blédine, pour Petit Bateau, pour Jacques Mère, pour le chocolat, l'envin, pour beaucoup de chocolat. L'œuvre de Germaine Bourré est immense. Elle est immense. Ouais. Alors, on en trouve encore. On a retrouvé cet été, un de nos adhérents a dégoté une publicité qu'on ne connaissait pas, mais c'est extrêmement rare parce qu'on pense quand même qu'on a maintenant à peu près trouver tout ce qu'elle faisait. Hein, alors, un de vos adhérents, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous parler un peu de votre association ? Voilà. Alors, l'association elle a 27 ans. Elle a été créée par des passionnés à l'époque, un petit groupe de passionnés, ils étaient 3 ou 4. Et elle a été officiellement déposée à la préfecture au printemps 2002 par notre ancien président qui s'appelait Bernard Amigon. Qui est décédé, ça va faire bientôt 10 ans, qui possédait et qui a fait, lui, au fil des années, une collection exceptionnelle qui a été vendue malheureusement à Drouot l'année dernière et donc a été dispatchée. À la suite de son décès, la famille n'a pas voulu la garder et l'a vendue. Mais c'était une collection magnifique, certainement la plus grande collection de France, hein, au niveau de... Alors, notre association, le but, au départ, a été de collecter le maximum de renseignements sur la vie de Germaine Bourré, qui était peu connue il y a 25 ans, qui l'est maintenant un tout petit peu plus vu le travail que l'association a fait. Grâce à vous, oui. Voilà. Et on a voulu dresser une liste déjà des cartes postales, la plus exhaustive possible. Mais là, je pense qu'au niveau des cartes postales, on a dû arriver au bout. Hein. Je pense pas qu'on en retrouve de nouvelles. Et tout ça a été fait aussi dans le cadre de la protection de son œuvre et dans le respect de la légalité. Parce qu'il y a quelques années de ça, certains imprimeurs se sont mis à faire de fausses cartes avec de fausses légendes. Donc il a fallu que l'association soit prudente et fasse en sorte que tout ça s'arrête, de façon à ce que les collections gardent leur valeur d'antan. Parce qu'en fait, ce qui a valeur de collection, c'est ce qui est sorti de l'époque de Germaine Bourré. Hein. Alors, votre association... C'est maintenant. Hein. Oui. Votre association a aussi une boutique
une boutique en ligne. Alors, on a une boutique en ligne. Normalement, on est loi 1901, donc on n'a pas le droit de faire de commerce. Hein. Mais on est autorisé, puisqu'on a un contrat avec les ayants droit, on est autorisé à vendre un petit peu des calendriers que l'on fait tous les ans. Je pensais justement à vos calendriers. Les calendriers. Et puis, enfin, on fait guère que ça. Hein, des bulletins. On fait des bulletins, donc on a aussi quelques personnes qui nous en achètent. Ce sont des bulletins de liaison que l'on émet 2 fois par an, un au mois de juin, un au mois de décembre. Dans ces bulletins, il y a une page ou deux au début qui annonce les nouveautés de tout ce qu'on a pu découvrir dans l'année. Et maintenant, parce que les premiers bulletins qui ont été faits par Bernard Amigon étaient très techniques. Il était imprimeur, donc il s'y connaissait bien. Il a vraiment expliqué tout ce qui est technique au niveau des impressions de Germaine Bourré. Alors maintenant, comme on n'a plus trop rien à dire de ce côté-là, on prend un thème. Et sur le thème, on va chercher les images de Germaine Bourré qui s'y rapportent. Voilà. D'accord. Eh bien, Marie-Thérèse, merci. On a aussi un site, un site officiel, qui est notre moyen de liaison le plus rapide et le moins coûteux avec nos adhérents. D'accord. Donc il suffit sur un moteur de recherche de taper. Voilà, vous tapez les amis de Germaine Bourré, vous arrivez sur le site officiel, et là vous avez. Alors on a essayé de mettre en page le maximum de choses que l'on pouvait mettre, et puis c'est tenu à jour, toutes les nouveautés sont mises à jour sur la une de notre site régulièrement dès qu'il y a quelque chose qui sort. Eh bien Marie-Thérèse, merci de continuer à faire vivre l'œuvre de cette grande dame, de cette grande dessinatrice. Oui. Et quelque chose me dit que nous aurons encore l'occasion de nous parler dans Je dirais même plus. Merci. Je ne demande pas mieux. Et joyeux Noël. Merci à vous aussi André, merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse, merci André. Que voilà de la belle sous-traitance parfaitement contrôlée. Doit-on parler d'ubérisation de ta chronique ? Bon, on va en discuter hors antenne devant l'une des fabuleuses pizzas de Benoît. Je dirais même plus. Eh ben, ça y est, les amis d'ici ou d'ailleurs. La 10e est finie. On va se retirer à tâtons dans la neige pour vous laisser tranquille durant les fêtes de fin d'année. Nous reprendrons nos enregistrements du jeudi pour les diffusions le dimanche, dès le 9 janvier prochain. Notez bien ça sur le calendrier du facteur, celui avec les chiots labrador tout mignons. Merci à nos chroniqueurs équeuses pour tous leurs efforts du trimestre écoulé. Tenez bon là-bas, il y en a encore 2 comme ça devant nous des trimestres. Merci à Barbara pour ses infos sur le festival de BD. Elle reviendra régulièrement, vous inquiétez pas. Un merci de la taille de Gérard Depardieu quand il a repris 3 fois du kick à farce à Frédéric Bézian, notre formidable et dominical invité formidable du jour. Oh les cœurs Frédéric, tes albums, on en a besoin. Et enfin, merci à celui qui jongle avec boutons et manettes pour que vous entendiez tout, puisqu'à la radio c'est quand même essentiel de pouvoir tout entendre. Oui, merci à toi Greg de Millennium, notre collègue à particules, vicomte de la FM, prince des émissions bien empaquetées. On se donne rendez-vous le 9 janvier de l'année de tous les dangers électoraux. Kenavo toutes et tous, on vous souhaite le meilleur des Noëls possible et une excellente fin d'année. On vous embrasse bien fort et on se retrouve en 2022 pour affronter à la fois le Covid et la fièvre Z. Joyeux Noël. Salut.